Donc bonjour à tous. Je voulais vous remercier de nous donner l'opportunité de présenter le projet qui va démarrer à la fin de cette année. Il porte sur l'étude des interactions entre les champignons et les bactéries, et plus spécifiquement une bactérie qui est travaillée au laboratoire. Donc moi, je viens du laboratoire de santé animale de l'ANSES, et ce travail est réalisé avec Véronica Risco-Castillo de l'ENVA dans l'équipe dynamique et Jacques Guillot. Donc on va s'intéresser au chlamydia, la bactérie, et à la levure Trichosporum acai. Donc pour faire une petite introduction au sujet, les chlamydia sont des bactéries, et vous présenter comment on a été amené à présenter ce sujet. Les chlamydia sont de petites bactéries parasites intracellulaires obligatoires, je ne sais pas si j'ai un pointeur, non, qui sont dotées d'un cycle de multiplication assez particulier dans le monde bactérien, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'une cellule pour se multiplier. Donc la bactérie qui est représentée en rouge où c'est marqué CE va rentrer dans la cellule, former une inclusion, se multiplier, puis l'inclusion va grossir, libérer, à un moment il y aura une lyse de la cellule et la bactérie pourra réinitier un nouveau cycle d'infection. On s'intéresse, donc voici la taxonomie des chlamydia, celle que vous connaissez peut-être le plus, ou dont vous avez pu entendre parler, c'est Chlamydia trachomatis, qui est responsable du trachome, une maladie qui peut conduire à la cécité si elle n'est pas traitée, ou aussi c'est une des principales maladies sexuellement transmissibles. Et au laboratoire, par contre, on s'intéresse uniquement aux chlamydia d'intérêt vétérinaire, et notamment Chlamydia psittaci, qui est la seule maladie à déclaration obligatoire. Et je vais vous présenter une nouvelle espèce qui a récemment été décrite par le laboratoire Chlamydia gallinacea, qui est le sujet de ce travail. Donc Chlamydia psittaci, c'est une bactérie que l'on respecte, qui est hébergée par différentes espèces d'oiseaux, à la fois des oiseaux d'élevage, d'ornement ou sauvages. Et en France, il faut savoir que le top 3, ça va être les canards, les pigeons et les perruches. Chez l'animal, les signes cliniques peuvent être variables. Ça peut être de la conjonctivite, des infections respiratoires qui peuvent conduire jusqu'à la mortalité de l'animal, ou ça peut aussi être un portage asymptomatique chez l'animal qui ne présente donc pas de signes cliniques. Et l'importance de cette espèce, c'est que c'est une zoonose, à savoir que les personnes exposées à un animal infecté peuvent contracter la maladie, qui peut être une infection asymptomatique chez certains, mais conduire à une pneumonie atypique qui peut évoluer défavorablement si elle n'est pas prise en charge à temps. Et à côté de ça, on a une nouvelle espèce, Chlamydia gallinacea, qui a été décrite il y a moins de 10 ans, qui a été décrite à ce jour, qui a été isolée uniquement chez les volailles, les poulets et les dindes. A priori, pas de signes cliniques, mais un portage intestinal asymptomatique, et dans le cadre d'une infection expérimentale, des scientifiques ont montré que ça pouvait quand même avoir des conséquences sur la conduite de l'élevage, et pas de cas humains répertoriés à ce jour. Mais pour mieux l'étudier, faut-il encore pouvoir la cultiver ? Pour cultiver les chlamydia, le protocole classique, on utilise des lignées cellulaires, les BGM, notamment au laboratoire, une incubation à 37 degrés et une centrifugation, quand on met notre prélèvement sur la lignée cellulaire, pour faire en sorte que les bactéries rencontrent la cellule et favoriser l'infection. On cultive en présence d'un milieu d'infection minimaliste, sans sérum de veau fœtal, qui est un cocktail riche en protéines acides aminés, et en présence d'antibiotiques et d'antifongiques pour favoriser la croissance des chlamydia et empêcher la prolifération des micro-organismes qui seraient présents dans notre prélèvement de départ à partir duquel on veut isoler la bactérie. Et tout ça, le processus dure entre 48 et 96 heures pour un cycle, et on visualise les inclusions par immunofluorescence, et on a ce type d'image des inclusions qui correspondent au fait que la chlamydia a grossi au sein de la cellule. Alors pour Chlamydia gallinacea, notre problème, c'est une espèce que nous avons du mal à cultiver. À savoir, si on prend un échantillon très positif, après la première inoculation, on n'a pas ces inclusions très formées, on a des inclusions diffuses, un peu de fluorescence, on appelle ça en ciel étoilé. Et le problème, c'est au cours des passages, on perd cette fluorescence et on perd nos bactéries. Donc on perd... on n'est pas capable de cultiver clairement cette espèce et de l'étudier mieux. Donc dans le cadre d'une thèse en co-tutelle réalisée avec le Mexique, une étudiante avait fait des prélèvements dans les élevages mexicains et avait seulement mis en évidence la présence de Chlamydia gallinacea, et du coup ça s'imposait à nous de pouvoir mieux cultiver cette espèce pour mieux l'étudier.
Donc, dans le cadre de sa thèse, elle avait comparé, on avait cherché à optimiser le protocole de culture de Chlamydia gallinacea en incluant 2 autres lignées cellulaires, soit issues de poulets, soit des cellules plutôt intestinales. On avait comparé une incubation à 37 degrés avec une incubation à 39 degrés, qui est la température corporelle de la poule, avec des centrifugations uniques versus des centrifugations tous les jours pour essayer de favoriser vraiment la pénétration des bactéries dans les cellules. Et tout ça, au final, sans aucun impact majeur. Donc, on a décidé un protocole, on a essayé quand même de modifier quand même notre protocole en gardant notre lignée cellulaire, l'incubation à 37, des centrifugations quotidiennes parce que ça ne pouvait pas être néfaste pour la culture. Et on a décidé de changer le milieu de culture cellulaire en bloquant le métabolisme des cellules et en rajoutant un milieu un peu plus dense. Ce protocole a été appliqué à des isolats qu'elle avait eus dans le cadre de sa thèse, mais pour lesquels on n'avait pas réussi à faire proliférer les chlamydia. Et au constat, sur ces 4 isolats, il n'y avait aucune amélioration. On a toujours de la fluorescence un petit peu diffuse partout. Donc on s'était dit peut-être qu'il faudrait partir à partir de prélèvements frais et on aurait peut-être plus de chance. Donc on a eu l'opportunité de travailler avec des Italiens qui nous ont envoyé des écouvillons de 4 élevages de volailles différents. Donc elle a appliqué ce protocole à 3 écouvillons de 3 élevages et là encore aucune amélioration. Donc finalement, même le dernier protocole que l'on pensait optimiser ne change rien à la culture des chlamydia. Et par contre, on a eu, avec le dernier écouvillon, une image nette d'inclusion à tel point qu'on s'est posé la question si ce n'était pas Chlamydia psittaci, l'espèce que l'on cultive plutôt facilement. Donc on s'est assuré qu'il n'y avait pas Chlamydia psittaci et que c'était bien Chlamydia gallinacea. Par contre, on avait un petit problème, c'est que dans cet échantillon, on avait un surnageant trouble avec, elle m'a dit, il y a un truc poilu qui pousse dans le surnageant de culture. Donc on a sollicité l'équipe dynamique de l'école vétérinaire pour qu'il caractérise ce champignon. Et il s'est avéré que c'était Trichosporum acai. Donc un incident de laboratoire, finalement, nous fait nous poser un certain nombre de questions. Parce que c'est une curiosité, on se retrouve face à une souche de Chlamydia gallinacea qui se propage très bien, ce qui n'est pas ce que l'on cherche, avec une levure qui est résistante quand même au cocktail d'antifongiques que l'on met dans notre échantillon pour justement s'affranchir de tous ces micro-organismes parasites, qui est aussi présente dans cette culture. D'où peut venir cette levure? Cette levure, on sait qu'elle est naturellement présente dans le microbiote intestinal des poules, ce qui correspond à l'origine des échantillons sur lesquels on travaille, que c'est un micro-organisme opportuniste et il y a des résistances décrites à certains antifongiques dans la littérature. Donc là-dessus, on a 2 hypothèses. Est-ce qu'on est face à une souche atypique de Chlamydia gallinacea? Alors ce travail, il a dû prendre fin juste au moment du confinement parce que l'étudiante devait rédiger sa thèse. On a commencé à faire les premiers travaux de typage par MLST qui restent quand même assez basiques, mais a priori, ça reste une souche de Chlamydia gallinacea classique. Mais la question que l'on se pose maintenant, c'est est-ce que cette levure la synergie ne serait pas favorable à la culture des chlamydia? Sachant que, par exemple, on sait que les mycoplasmes sont mieux cultivés en présence d'extraits de levure. Donc, c'est la raison pour laquelle on a déposé ce projet avec Véronica et Jacques, où nous, on y voit une piste pour cultiver notre espèce d'intérêt pour laquelle on a vraiment des difficultés à propager. Donc, optimiser le protocole, notamment voir si l'effet est confirmé avec une levure vivante ou un extrait de levure. Alors, je ne vous cache pas que pour séquencer le génome des chlamydia, qui sont déjà des parasites intracellulaires, il faut s'affranchir de l'ADN de la lignée cellulaire pour espérer récupérer le génome de notre chlamydia. Si en plus on se rajoute un 3e partenaire dans l'histoire, on aimerait bien que ça marche avec un extrait de levure sur lequel on aurait supprimé l'ADN pour ne pas parasiter nos analyses. L'idée, c'est de voir ensuite si c'est vrai pour d'autres levures. Est-ce que c'est seulement Trichosporum acai? Est-ce que c'est applicable à d'autres souches de Chlamydia gallinacea, et notamment inclure la souche de référence qui elle, pousse aussi difficilement, et voir si ça ne serait pas applicable à d'autres souches de chlamydia, comme chlamydia suisse que l'on retrouve chez les porcs et responsable éventuellement de troubles de la reproduction. En 2e point qui sollicite vraiment l'expertise de l'équipe dynamique, c'est
Quel est le mécanisme d'interaction entre Chlamydia gallinacea et cette levure? Est-ce que c'est une action directe, indirecte? Quelles sont les ressources apportées? Est-ce que la levure apporte des acides aminés, des sucres? Est-ce que c'est des protéases qui peuvent abîmer la surface de la cellule? Et enfin, la question à plus long terme et qui peut avoir des conséquences sur la compréhension des chlamydia d'une façon générale. On n'arrive pas à expliquer, par exemple, pourquoi il y a des chlamydia spécifiques des pigeons, chlamydia spécifiques des canards. Et peut-être finalement que toutes nos chlamydia, et on peut aussi associer chlamydia trachomatis, auraient évolué en fonction du microbiote dans lequel elles se trouvent et qu'elles trouvent ce dont elles ont besoin pour proliférer. Donc vraiment, je voulais remercier la Commu pour ce financement. C'est vrai que c'est une aide aussi apportée pour l'embauche d'un Master 2 qui va venir nous rejoindre. C'est vraiment appréciable d'avoir tout ce soutien. Puis merci aussi à la direction du laboratoire qui a soutenu ce projet. Merci.